Votre fils n'est pas le bienvenu, a dit la directrice. Ma réponse l'a laissé sans voix. Quand j'ai exposé ces méthodes discriminatoires devant le conseil d'administration de l'école, le silence a envahi la salle. Des larmes ont coulé tandis que les vérités éclataient, transformant non seulement cet établissement, mais toute la communauté. Une histoire de courage, de justice et d'amour inconditionnel qui changera votre perspective sur l'inclusion. Laissez votre pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et commentez pour nous dire d'où vous suivez ce parcours émouvant. L'hiver à Lyon m'a toujours semblé plus froid depuis la naissance de Mathieu. Pas à cause du climat lui-même, mais à cause de la façon dont les regards des gens se glaçaient quand ils réalisaient que mon fils était différent. 9 ans se sont écoulés depuis son diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, TSA. Et chaque jour a été une bataille silencieuse contre un monde qui n'a pas été conçu pour des personnes comme lui. Ce matin, gris de juin, alors que nous marchions dans les couloirs cirés de l'école privée renommée Saint-Exupéry, j'ai de nouveau senti le poids de ses regards. Les murs impeccablement blancs, les trophées étincelants dans les vitrines, les uniformes parfaitement repassés, tout criait perfection, d'une manière qui me faisait sentir que nous n'avions pas notre place ici. Malgré tout, j'ai serré la main de Mathieu et nous avons continué. Après tout, j'avais économisé pendant 3 ans pour réussir à l'inscrire là, vendant mon artisanat sur les marchés de la place Bellecour les week-ends, en plus de mon travail de comptable. L'ADA. Secrétaire nous a conduits au bureau de la directrice sans établir de contact visuel avec Mathieu. C'était déjà un mauvais présage, mais je me suis convaincue que ce n'était que mon impression. La directrice Lefebvre, une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux parfaitement teints et aux lunettes à monture chère, nous a accueillis avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle a indiqué les chaises devant nous d'un geste étudié. « Madame Dubois, je vous remercie de votre présence. » Elle a feuilleté un dossier au nom de Mathieu, un soupir théâtral s'échappant de ses lèvres peintes en rouge. « Malheureusement, je dois vous informer qu'après avoir analysé le dossier médical de votre fils et observé son comportement pendant la période d'adaptation, nous sommes parvenus à une conclusion. » Mathieu se balançait légèrement sur sa chaise à côté de moi, ses mains faisant le mouvement rythmé qui le calmait quand il était anxieux. J'ai posé ma main sur la sienne, essayant de lui transmettre de la sécurité. « Madame, votre fils n'est pas le bienvenu dans notre école traditionnelle. » Les mots sont tombés comme des pierres dans le silence du bureau. Notre établissement n'est pas équipé pour gérer les cas particuliers. Ce regard méprisant par-dessus ses lunettes a fait bouillir mon sang. C'était le même regard que j'avais affronté toute ma vie. Enfant, élevé par ma grand-mère dans un quartier populaire de Lyon, après que ma mère nous ait abandonnés. Adolescente, quand je travaillais comme femme de ménage pour payer mes études. Et maintenant, comme mère célibataire d'un enfant autiste. J'ai respiré profondément, sentant le poids des nuits blanches, des heures supplémentaires travaillées, des marchés sous la pluie à vendre mon artisanat. Tout cela pour offrir à Mathieu ce que je n'avais jamais eu, des opportunités. Et voilà que cette femme détruisait nos rêves avec la désinvolture de quelqu'un qui annule un rendez-vous pour un café. Si mon fils n'est pas le bienvenu ici, alors ce n'est pas l'endroit où il doit être, ai-je répondu avec un calme que je ne ressentais pas. Mais sachez que votre attitude discriminatoire va à l'encontre de la loi française sur l'inclusion, et je ne laisserai pas passer ça. La directrice a ajusté ses lunettes, son sourire ayant complètement disparu. Madame Dubois, comprenez que nous pensons au bien-être de l'enfant. Il serait plus heureux dans une école spécialisée. Spécialisée ? Ma voix est sortie, plus fort que je ne le voulais. Vous voulez dire ségrégée, n'est-ce pas ? Loin des yeux de votre clientèle parfaite ? Mathieu a serré ma main, sensible à mon ton altéré. J'ai respiré profondément à nouveau. On s'en va, mon fils. Alors que nous traversions le parking, les larmes que j'avais retenues pendant toute la réunion se sont finalement échappées. Mathieu, avec sa perception unique, m'a regardée et a dit « Ce n'est pas grave, maman. Je n'aimais pas l'odeur de cet endroit. Ça sentait trop le parfum. » J'ai ri entre mes larmes. Mathieu avait toujours une manière simple et directe de voir les choses. Peut-être que c'était moi qui devais apprendre de lui, et non l'inverse. À la maison, ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine après que Mathieu se soit endormi. Notre petite cuisine au carrelage usé était l'opposé de cette salle de réunion immaculée. Là, entre les casseroles héritées de ma grand-mère et les plantes qui s'entassaient sur le rebord de la fenêtre, j'ai pris ma décision. Je ne laisserai pas cette femme gagner.
Je ne laisserai pas Mathieu grandir en croyant qu'il devait se cacher du monde. Avec le vieil ordinateur portable que j'utilisais pour la comptabilité de mes clients, j'ai commencé à faire des recherches sur la loi de 2005 pour l'égalité, des droits et des chances. Les heures ont passé pendant que je notais des articles, des jurisprudences et des cas similaires. Quand le soleil a commencé à se lever, j'avais un plan. Le lendemain, pendant que Mathieu était en ergothérapie, je me suis rendue au rectorat de l'académie pour déposer une plainte formelle. J'ai été reçue par un fonctionnaire d'âge moyen à l'air blasé qui a feuilleté mes documents soigneusement organisés avec un désintérêt à peine déguisé. « Madame, comprenez que ces choses prennent du temps », expliqua-t-il, comme s'il parlait à une enfant. « Et franchement, ce sera votre parole contre celle de la directrice d'un établissement respecté. Et la parole de la loi ?» ai-je rétorqué, citant les articles que j'avais mémorisés pendant la nuit. « Je demande seulement que ce qui est établi soit respecté. Mon fils a droit à une éducation inclusive. » Je suis sortie du rectorat avec un récépissé et le sentiment d'avoir jeté mes efforts dans le vide. Dans le bus bondé qui me ramenait à la maison, j'ai regardé mon reflet dans la vitre. Des cernes profondes, des cheveux mal attachés, des vêtements simples. Qui accorderait de la crédibilité à une femme comme moi contre une institution ? Centenaire ? La semaine suivante s'est écoulée dans un flou de thérapie pour Mathieu, de travail comptable et de nuits de recherche. C'est alors que j'ai reçu cet appel inattendu. Madame Thérèse Dubois, la voix féminine de l'autre côté semblait prudente. « Oui, qui est à l'appareil ?»« Quelqu'un qui se soucie. Je travaille à l'école Saint-Exupéry. J'ai entendu parler de votre cas et ce n'est pas le premier. » Mon cœur s'est accéléré. « Comment avez-vous eu mon numéro ?» J'ai accès au dossier. « Écoutez, je ne peux pas en dire beaucoup, mais je peux aider. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. » Nous avons fixé un rendez-vous aux Halles Paul Bocuse, au milieu des étals, de produits fins et du brouhaha du marché. L'odeur forte des fromages et l'agitation ambiante masquaient notre conversation. Elle est arrivée portant des lunettes de soleil et un foulard sur la tête, comme dans un mauvais film d'espionnage. J'ai failli rire de la situation, n'eût été la gravité du sujet. « Je suis la professeure d'art plastique de l'école », a-t-elle révélé à voix basse. Il y a eu au moins 5 cas comme celui de votre fils ces 2 dernières années. Des familles qui ont été intimidées et réduites au silence. « Pourquoi m'aidez-vous » ai-je demandé, encore méfiante. « Parce que j'ai aussi un neveu autiste. Et je sais que sa place est dans une salle de classe ordinaire, avec le soutien adéquat. Et parce que j'en ai assez de voir la directrice Lefebvre manipuler le système pour maintenir l'école comme un club exclusif. » Elle m'a tendu une enveloppe. Kraft. Voici les contacts d'autres familles qui ont vécu la même situation. Certaines auront peut-être peur de parler, mais essayez. « Quel est votre nom ?» ai-je demandé alors qu'elle se levait déjà. « Pour l'instant, il vaut mieux que vous ne le sachiez pas. Appelez-moi simplement quelqu'un qui se soucie. » Ce soir-là, j'ai ouvert l'enveloppe comme on découvre un trésor. Il y avait 3 numéros de téléphone avec des noms à noter au crayon. J'ai appelé tout le monde. Le premier a raccroché dès que j'ai mentionné l'école. Le deuxième a écouté en silence et a promis d'y réfléchir. La troisième, Marie, mère d'une fille atteinte de paralysie cérébrale, a pleuré en entendant mon histoire. « J'ai vécu la même chose », dit-elle entre 2 sanglots. Ils nous ont offert l'inscription si nous signions un document, nous engageant à embaucher un accompagnant à plein temps, payé par nous. C'était impossible, financièrement. Avez-vous porté plainte ? J'ai essayé. Mais le mari de la directrice est un ami personnel du directeur académique des services de l'éducation nationale, Dazen. Notre dossier est mort dans un tiroir. Cette conversation m'a montré contre qui je luttais. Pas seulement une directrice pleine de préjugés, mais un réseau de pouvoir bien établi. La peur a menacé de me paralyser cette nuit-là. J'ai pensé à abandonner, à chercher une autre, école moins prestigieuse. Ce serait peut-être plus facile. Mais alors, je me suis souvenue de ma grand-mère, Mamie Josette, qui m'avait élevée seule dans la banlieue lyonnaise après que ma mère nous ait abandonnés. Originaire d'Auvergne, elle portait dans son sang l'entêtement des montagnes de sa terre. Ne laisse jamais personne te dire que ta place est plus petite que ce que tu mérites, Thérèse, disait-elle en faisant des lessives pour d'autres, ses mains ridées par l'eau et le savon. Dans cette vie, personne ne te donne rien. Tu le conquiers. C'est avec ce souvenir que j'ai décidé de continuer. Le lendemain, j'ai appelé l'inspection académique et, avec une persistance qui m'a surprise moi-même,
j'ai réussi à obtenir une audience pour la semaine suivante. Quand le jour est arrivé, j'ai mis mon unique tenue habillée, un ensemble que j'avais acheté en solde pour des réunions avec des clients plus importants. Mathieu est resté avec ma voisine, Madame Claire, qui l'accueillait toujours avec des gâteaux au yaourt et une patience infinie. À l'inspection, j'ai été conduite dans une salle de réunion où un homme en costume et 2 femmes avec des classeurs m'attendaient. À ma grande surprise, Marie était là, avec une autre femme que j'ai reconnue de la liste de la professeure mystérieuse. « Vous êtes venue ?» ai-je murmuré, émue. « Votre courage nous a inspirés », a répondu Marie en me serrant la main. La réunion a été tendue. J'ai présenté mon cas, suivi des récits des autres mères. Les fonctionnaires ont pris des notes, posé des questions techniques, vérifié les documents. À la fin, l'homme en costume qui s'est présenté comme conseiller de l'inspecteur d'académie a déclaré « Nous allons ouvrir une enquête administrative pour examiner ces plaintes. L'école sera notifiée dans les prochains jours. » C'était plus que ce que j'espérais, mais cela semblait encore peu face à l'ampleur du problème. À la sortie, une jeune femme nous a abordés, se présentant comme journaliste d'un journal local. « J'ai entendu parler de votre lutte avec l'école Saint-Exupéry. J'aimerais vous donner l'espace pour raconter cette histoire. » J'ai regardé les autres mères, qui semblaient aussi hésitantes que moi. Exposer nos vies dans les médias pourrait entraîner des représailles. D'un autre côté, le silence ne profiterait qu'à ceux qui discriminaient nos enfants. Je vais parler, ai-je décidé. Plus les gens sauront, plus il sera difficile de balayer cette histoire sous le tapis. L'article est paru la semaine suivante, avec le titre « Des mères dénoncent la discrimination dans une école privée renommée de Lyon ». Ce n'était pas la une, juste une note dans la section éducation, mais cela a suffi à provoquer une réaction immédiate. J'ai reçu une lettre de l'école, imprimée sur du papier à en-tête avec le blason doré de l'institution. Chère Madame Dubois, en considération spéciale de votre cas et réaffirmant notre engagement envers la diversité, nous vous informons que votre fils Mathieu pourra être inscrit dans notre établissement moyennant la signature du document 6 juin dans lequel vous vous rétractez des accusations infondées portées contre notre école. Cordialement, directrice. Lefebvre. J'ai ri toute seule chez moi en lisant cela. Considération spéciale. Comme si c'était une faveur d'accepter mon fils et non une obligation légale. Et il voulait en plus que je me rétracte. J'ai soigneusement plié la lettre et l'ai rangée avec les autres documents que je collectais. Je ne savais pas encore que ce ne serait que la première de nombreuses tentatives pour me faire taire. La semaine suivante, 2 anciens clients ont annulé mes services de comptabilité sans explication. Quand j'ai appelé l'un d'eux, avec qui j'avais une relation proche, il a hésité avant de répondre. « Thérèse, vous savez comment c'est ? Ma femme est la cousine de la femme du directeur adjoint de Saint-Exupéry. Les choses sont devenues compliquées. Je comprends parfaitement, » ai-je répondu avec un calme glacial. « Merci pour ces années de partenariat. » J'ai raccroché le téléphone et me suis effondrée sur le canapé, épuisée. Dans une ville où tout le monde se connaît dans certains cercles sociaux, j'ai réalisé qu'on essayait de me mettre la pression économiquement. Le loyer était dû dans 2 semaines, et avec la perte de clients, ma situation financière, déjà serrée, devenait critique. Ce soir-là, je me suis assise avec Mathieu pour dîner. Il a perçu mon inquiétude, à sa manière. « Maman, ton visage est différent. Tu es triste ?» J'ai essayé de sourire. « Juste fatiguée, mon chéri. C'est à cause de cette mauvaise école ?» Parfois, la perception directe des enfants, en particulier celle de Mathieu, me surprenait. « Oui, un peu. Mais tout va bien se passer. Tu veux que je te fasse un dessin joyeux ?» Et ainsi, entre des pâtes à la sauce tomate et les dessins colorés de Mathieu, j'ai trouvé la force de continuer. Il fallait que je sois créative pour renverser la situation. C'est alors que je me suis souvenue des marchés d'artisanat. Ces derniers mois, j'avais réduit ma participation pour me concentrer sur la bataille contre l'école. Il était peut-être temps d'y retourner. Le week-end suivant, j'ai installé mon stand sur la place Bellecour. La journée était ensoleillée, parfaite pour les ventes. J'ai exposé mes pièces d'artisanat, sacs en tissu avec des applications de tissus provençaux, accessoires fabriqués avec des matériaux recyclés, petites sculptures en argile que Mathieu m'aidait à peindre. J'étais concentrée sur l'organisation des produits quand une dame élégante s'est approchée. « Quel travail charmant !» a-t-elle commenté, examinant l'un des sacs. « Surtout ses couleurs. Elle me rappelle la campagne auvergnate. » « Merci. »
L'inspiration vient de ma grand-mère auvergnate. La conversation a coulé facilement pendant qu'elle choisissait plusieurs pièces. C'était une femme à la posture distinguée, aux cheveux gris bien coiffés et à l'accent qui indiquait une éducation soignée. « Vous êtes Thérèse Dubois, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle soudainement. Je me suis figée, craignant une autre représaille. « J'ai vu votre photo dans cet article sur l'école Saint-Exupéry. »« Oui, c'est moi, » ai-je répondu prudemment. « Je suis ravie de vous trouver. Je suis Hélène Martin, membre de l'association de parents d'élèves, APE, du lycée Jean Monnet. Mon fils, aujourd'hui adulte, est également autiste. J'aimerais beaucoup discuter avec vous, si vous avez un moment. » Elle m'a invitée à prendre un café juste à côté. Mathieu étant chez Madame Claire, j'ai accepté. Hélène m'a raconté qu'il y a 20 ans, elle avait affronté des défis similaires avec son fils. À l'époque, la loi de 2005 n'existait même pas. J'ai fondé un réseau de soutien pour les familles neurodiverses, a-t-elle expliqué. Nous sommes plus de 50 familles aujourd'hui, avec des enfants dans différentes écoles. Nous avons des avocats, des thérapeutes, des éducateurs, des gens qui comprennent ce que vous traversez. Cette rencontre fortuite a ouvert des portes que je n'imaginais même pas exister. La semaine suivante, j'ai participé à la première réunion du réseau de soutien. J'ai rencontré des pères et des mères avec des histoires similaires à la mienne, dont certains avaient même réussi des procès contre des écoles excluantes. Avec le soutien de ce groupe, nous avons organisé une pétition qui a recueilli plus de 1000 signatures. Nous avons obtenu une audience auprès du procureur de la République où un magistrat spécialisé dans les droits de l'homme nous a reçus. Ce que nous observons est un schéma systématique d'exclusion, a-t-il expliqué après avoir écouté nos récits. Cela renforce la possibilité d'une action de groupe. La nouvelle de cette audience est, d'une manière ou d'une autre, parvenue à la directrice Lefebvre. Sa réponse a été d'essayer de disqualifier Mathieu en répandant des rumeurs sur son comportement. Dans un groupe WhatsApp de parents d'élèves, auquel une mère du réseau de soutien avait accès, elle a écrit « L'école n'est pas équipée pour gérer des enfants potentiellement violents ou perturbateurs. Nous pensons à la sécurité des autres élèves. » Mathieu, mon fils si doux qui n'avait jamais agressé personne, dépeint comme une menace. La douleur a fait place à la fureur. J'étais prête à la confronter publiquement quand j'ai reçu un autre coup. Une notification m'informant que mon bail ne serait pas renouvelé. Le propriétaire, ai-je découvert plus tard, était ami avec le mari de la directrice. C'était un moment critique. La pression augmentait, la situation financière empirait, et maintenant nous risquions de perdre notre logement. C'est alors qu'Hélène m'a offert une solution temporaire. J'ai un petit appartement à la Croix-Rousse qui est vide. Vous pouvez y rester pendant que vous réglez cette situation. Je ne peux pas accepter. Vous avez déjà tant fait pour nous. Thérèse, elle a pris mes mains. Quand mon fils était petit, une inconnue m'a tendu la main dans un moment difficile. Je me suis promis de faire de même quand je le pourrais. Accepter. C'est comme un cycle qui se complète. J'ai ravalé ma fierté et j'ai accepté. Cette même semaine, nous avons déménagé dans l'appartement d'Hélène. Il était petit, mais propre et accueillant. Le plus important, il était proche d'une école municipale qui avait récemment mis en œuvre un programme d'inclusion réussi. Au 5e mois de notre parcours, j'ai reçu une invitation inattendue. Une radio locale voulait m'interviewer sur l'inclusion scolaire. J'ai hésité au début. J'étais fatiguée de l'exposition publique et de ses conséquences. Mais la coordinatrice de l'émission, Julia, m'a convaincue. Votre histoire peut inspirer d'autres mères à se battre. Beaucoup souffrent en silence, pensant qu'elles sont seules. L'interview a eu lieu en direct, dans une petite radio du nord de la ville. J'ai parlé de notre expérience, de la législation et de l'importance de ne pas abandonner. À la fin, j'ai reçu des appels de plusieurs auditrices émues qui s'identifiaient à notre histoire. À la sortie du studio, une silhouette familière m'attendait, la professeure mystérieuse de Saint-Exupéry. Cette fois, sans déguisement. Béatrice Olivier, se présenta-t-elle formellement en me tendant la main. Professeure d'art plastique. Pourquoi ? Avez-vous décidé de révéler votre identité maintenant ? Parce que je ne supporte plus de voir ce qui se passe dans cette école. Et parce que j'ai entendu votre interview. Vous avez mis des mots sur ce que j'ai toujours ressenti, mais que je n'ai jamais eu le courage d'affronter. Béatrice m'a raconté qu'elle travaillait à Saint-Exupéry depuis 8 ans. Elle avait été témoin de plusieurs cas de discrimination contre des enfants handicapés, avec des troubles d'apprentissage
et même contre des boursiers à faible revenu. La directrice Lefebvre et son équipe proche cultivent un environnement d'exclusion déguisé en excellence académique, a-t-elle expliqué. Ils ne veulent que des élèves qui ne posent pas de problème, qui n'exigent pas d'adaptation. Pourquoi continuez-vous à travailler là-bas? Parce que je crois que je peux faire une différence, même petite, et parce que j'ai besoin de cet emploi. Elle a hésité. Mais je suis prête à témoigner formellement sur ce que j'ai vu. Nous pouvons enregistrer mon témoignage comme garantie. Ce soir-là même, en utilisant le téléphone de Béatrice, nous avons enregistré son témoignage détaillé. C'était un document puissant, qui corroborait non seulement ma plainte, mais plusieurs autres. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique de la secrétaire de la directrice Lefebvre. La directrice souhaiterait fixer une réunion avec vous pour discuter de la situation de votre fils. Je crois que nous n'avons plus rien à discuter, ai-je répondu sèchement. Vous pourriez reconsidérer. Nous avons une proposition qui pourrait vous intéresser. J'ai consulté le réseau de soutien et nous avons décidé qu'il valait mieux écouter la proposition. À la réunion étaient présents la directrice, l'avocat de l'école et, étonnamment, le propriétaire fondateur de l'école, un monsieur âgé qui apparaissait rarement dans les questions administratives. La proposition était claire. Il offrait une bourse complète pour Mathieu et un programme d'inclusion spécial, à condition que je mette fin à la procédure et signe un accord de confidentialité. Le fondateur a parlé directement. « Madame Dubois, nous reconnaissons qu'il y a eu un malentendu dans la gestion du cas de votre fils. Nous voulons corriger cela et lui offrir l'éducation de qualité qu'il mérite. » C'était une proposition tentante. Ma situation financière empirait de jour en jour, et la bourse résoudrait une grande préoccupation. J'ai demandé quelques jours pour réfléchir. À la maison, j'ai parlé avec Mathieu de cette possibilité. Il a écouté attentivement, comme il le faisait toujours quand le sujet était important. « Ils ne voulaient pas de nous avant », dit-il simplement. « Pourquoi ils nous veulent maintenant ? Parce qu'ils ont réalisé qu'ils avaient tort, mon chéri. » Il est resté silencieux un moment, se balançant légèrement, traitant l'information à sa manière. Puis, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Maman, je ne veux pas aller dans un endroit où on ne veut pas de moi. » Cette phrase, dans la simplicité profonde que seuls les enfants peuvent avoir, a tout changé. Mathieu avait raison. Il ne s'agissait pas d'obtenir une place dans l'école la plus prestigieuse de la ville. Il s'agissait de dignité. J'ai appelé la directrice le lendemain. Nous vous remercions de votre proposition, mais nous la déclinons. Nous poursuivrons la procédure légale jusqu'au bout. Au 7e mois de notre parcours, j'ai reçu la nouvelle. Béatrice, la professeure d'art plastique, avait été licenciée sans justification formelle. C'était la rétorsion que nous craignions. J'étais préparée à ça, m'a-t-elle dit au téléphone, la voix tremblante mais déterminée. Il est temps d'utiliser le témoignage. Avec son consentement, j'ai transmis le matériel à la presse régionale. Un grand journal a produit un dossier spécial sur l'exclusion dans les écoles privées, intitulé « La face cachée de l'éducation d'élite, discrimination et exclusion dans les écoles privées lyonnaises ». La répercussion a été immédiate et dévastatrice. J'ai reçu des appels d'associations éducatives, d'organisations de défense des droits des personnes handicapées et même de politiciens. L'histoire de Mathieu et d'autres enfants exclus a gagné une visibilité nationale. La pression sur l'école s'est accrue lorsque d'autres anciens employés, encouragés par l'exemple de Béatrice, ont commencé à parler. Une ancienne psychologue scolaire a révélé qu'elle avait démissionné après avoir été incitée à décourager l'inscription d'enfants ayant des besoins particuliers. L'école a tenté de se défendre, publiant une note affirmant son engagement historique envers la qualité de l'enseignement et les valeurs humanistes. Mais le vent avait tourné. Des sponsors ont commencé à remettre en question leur association avec une institution accusée de discrimination. Des familles traditionnelles ont menacé de retirer leurs enfants. Au milieu de cette tourmente, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai été invitée à participer à l'inauguration d'un centre culturel avec des programmes inclusifs dans le quartier de Vèze. L'événement réunissait des artistes, des éducateurs et des familles d'enfants avec et sans handicap. Pendant la cérémonie, j'ai rencontré le nouvel adjoint au maire chargé de l'éducation, un professeur d'université avec des décennies d'expérience en éducation inclusive. Il mettait en œuvre un programme pionnier dans les écoles du réseau municipal. « J'ai suivi votre lutte dans les journaux », a-t-il commenté.
J'aimerais vous inviter à intégrer le conseil consultatif de notre programme d'inclusion. Nous avons besoin de voix comme la vôtre. C'était une opportunité de transformer notre expérience douloureuse en quelque chose de constructif. J'ai accepté immédiatement. La même semaine, la nouvelle qui allait tout changer est arrivée. Après une enquête interne et sous pression externe, la directrice Lefebvre avait été démise de ses fonctions. L'école a annoncé une refonte complète de ses politiques d'inclusion et l'embauche de spécialistes en éducation inclusive. Le plus surprenant a été le communiqué suivant. Béatrice Olivier, la professeure d'art plastique injustement, licenciée, serait réintégrée au corps enseignant avec pour mission de coordonner le nouveau programme d'inclusion. Lors de la cérémonie de son retour, elle m'a serré dans ses bras devant tout le monde et a dit, émue, « Votre fils n'est pas seulement le bienvenu, il nous a appris à être de meilleurs éducateurs. » Mathieu n'a finalement pas étudié à Saint-Exupéry. Nous avons opté pour l'école municipale proche de l'appartement d'Hélène, qui avait déjà un programme d'inclusion bien établi. Il s'est adapté rapidement, s'est fait des amis et, pour la première fois, se sentait vraiment appartenir. En juin, mois des kermesses de fin d'année si traditionnelles dans notre ville, le centre culturel où j'intégrais désormais le conseil a organisé une grande fête inclusive. Il y avait des adaptations pour les enfants neurodivers, comme des zones sensorielles pour se reposer, et une signalisation visuelle pour toutes les activités. Voir Mathieu participer au jeu, manger des crêpes et des gaufres aux côtés d'autres, enfant, sans être traité différemment, a été la plus grande victoire. Il était joyeux, intégré, simplement un enfant. Béatrice s'est approchée, apportant un verre de vin chaud. « Regardez-le, il rayonne. Je ne l'ai jamais vu aussi heureux lors d'un tel événement, » ai-je répondu, émue. À la fin de ces 8 mois transformateurs, j'ai reçu une invitation que je n'aurais jamais imaginée. Donner des conférences sur l'inclusion dans les écoles de la région. Moi, qui avais toujours été timide et réticente à parler en public, j'ai découvert une nouvelle vocation. Le conflit qui avait commencé par une phrase discriminatoire « Votre fils n'est pas le bienvenu » s'est transformé en un mouvement pour un changement réel. En regardant Mathieu présenter son travail d'art plastique dans sa nouvelle école, où chaque enfant était valorisé dans sa singularité, j'ai réalisé que notre lutte personnelle s'était transformée en une conquête collective. Béatrice, devenue mon amie, s'est approchée et a murmuré « Vous voyez comment certaines réponses peuvent changer des systèmes entiers ?» J'ai souri, me souvenant du chemin parcouru. Des nuits blanches à étudier les lois, des clients perdus, des menaces voilées, de l'appartement presque perdu. Tout cela en avait valu la peine. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois que l'exclusion à laquelle nous avons été confrontés n'était que le début d'un voyage beaucoup plus grand. Mathieu continue de grandir, affrontant ses défis, mais il sait maintenant qu'il a le droit d'occuper sa place dans le monde. Et j'ai découvert une force que je ne savais pas posséder. Ma grand-mère Josette disait que « le monde ne change pas tout seul, on le fait bouger à force de persévérance », jusqu'à ce qu'il cède le passage. Pendant ces 8 mois, nous avons poussé le monde de toutes nos forces. Et lui, réticent, a commencé à bouger. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre de la directrice qui a remplacé Madame Lefebvre à Saint-Exupéry. C'était une invitation à participer comme conférencière à la semaine de formation des enseignants sur l'éducation inclusive. Un symbole parfait du changement que nous avions conquis. Quand j'ai partagé la nouvelle avec Mathieu, il a souri de cette manière spéciale qui lui est propre, où les yeux brillent plus que les lèvres, et a dit « Tu vois, maman, maintenant, on est les bienvenus partout. » Cette phrase simple résumait notre parcours. Il ne s'agissait pas d'une place dans une école prestigieuse. Il s'agissait de dignité, d'appartenance et du droit d'exister pleinement dans un monde qui doit apprendre à valoriser toutes les manières d'être. En fin de compte, la réponse que j'ai donnée à cette directrice ne l'a pas seulement fait licencier. Elle a transformé tout un système. Et cela, pour une mère célibataire élevée en banlieue lyonnaise, est une victoire que même les rêves les plus fous n'auraient pu prévoir. La même ville qui a tenté de nous exclure nous embrasse maintenant. Les mêmes espaces qui nous ont rejetés nous invitent maintenant. Et mon fils, mon Mathieu, y marche la tête haute, enseignant à tous, par son existence lumineuse, que la diversité n'est pas un problème à tolérer, mais une richesse à célébrer. On me demande parfois si, sachant toutes les difficultés que nous allions affronter, je referais tout.
La réponse est simple. Pour Mathieu, j'affronterai non seulement une directrice pleine de préjugés, mais le monde entier, s'il le fallait. Parce que lorsque nous luttons pour nos enfants, nous luttons aussi pour tous les enfants qui viendront après eux. Et il n'y a pas de bataille plus digne que celle-là. Comme disait ma grand-mère Josette, la vie est dure avec les faibles, Thérèse, mais pas aussi dure que nous pouvons l'être quand nous luttons pour ce qui est juste. Et elle avait raison, comme toujours. Notre force, lorsqu'elle est guidée par la justice et l'amour, est capable de déplacer des montagnes, ou, dans notre cas, d'abattre des murs de préjugés construits au fil des générations. Aujourd'hui, quand je vois Mathieu construire des châteaux de sable sur la plage avec d'autres enfants, ou concentrer sur ces dessins colorés qui décorent maintenant plusieurs salles de classe, je sais que chaque larme, chaque nuit blanche, chaque porte fermée et chaque bataille gagnée en valait la peine. Parce qu'il comprend maintenant quelque chose de fondamental. Sa place est là où il veut être. Et personne, aucune directrice, aucune institution, aucun système, n'a le droit de dire le contraire. Notre monde a encore beaucoup à apprendre sur l'inclusion. Mais chaque pas compte. Chaque réponse courageuse à une phrase discriminatoire compte. Chaque mère qui refuse d'accepter l'exclusion de son enfant compte. Et petit à petit, très petit à petit, nous construisons le monde dont nous rêvons pour nos enfants. Un endroit où tout le monde est le bienvenu, où la différence n'est pas crainte, mais célébrée comme partie essentielle de l'expérience humaine. Comme dit Mathieu quand il termine une de ses constructions de blocs colorés, « Voilà maman. Maintenant, c'est parfait. Différent, mais parfait. » Et c'est peut-être la leçon la plus précieuse que j'ai apprise au cours de notre voyage. La vraie perfection ne réside pas dans l'uniformité, mais dans la riche tapisserie de différences qui compose notre humanité partagée. Et si un jour quelqu'un vous dit que votre enfant n'est pas le bienvenu, souvenez-vous, votre réponse a le pouvoir de changer bien plus qu'une situation immédiate. Elle peut transformer tout un système. Il suffit d'avoir le courage de ne pas se taire, de ne pas accepter l'inacceptable, d'exiger que le monde s'élargisse pour accueillir ceux que nous aimons exactement tels qu'ils sont. Parce qu'en fin de compte, nous ne luttons pas seulement pour des places dans les écoles. Nous luttons pour le droit fondamental d'exister et d'appartenir. Et c'est une bataille qui vaut la peine d'être menée jusqu'au bout.